Bienvenue au Texas, là où tout est plus grand. Cet État a la réputation d'être l'âme du Far West, et son histoire a un parfum de légende. À nous l'aventure. Pas de temps à perdre. Nous avons des merveilles à explorer. Salut le Texas, à nous deux. Allez, Le Texas est le deuxième plus grand État du pays. Il est bordé par le Mexique au sud et par le golfe du Mexique à l'est. Mon voyage se fera surtout à l'est de l'État. Il commencera à Austin. De là, je partirai dans le sud, vers San Antonio et Fort Alamo, avant de rejoindre la ville frontière d'El Paso en train. La dernière étape de mon voyage se fera en voiture, à travers la partie septentrionale du Texas et jusqu'à la mythique route 66. Bâtie sur les rives du Colorado, Austin est la capitale du Texas. Elle doit son nom à Stephen Austin. Surnommé le père du Texas, il a aidé des milliers de pionniers à s'installer dans la région pendant les années 1820. Au milieu du 19e siècle, la ville est déjà bien développée et en 1888 est construit le plus grand Capitole. Le Texas est l'un des États les plus conservateurs du pays, mais Austin contraste avec cette image. Sa réputation de largesse d'esprit et la vitalité de sa scène artistique et musicale en ont fait la Mecque des excentriques en tout genre. Je suis à South Congress, alias Soco, un des quartiers les plus sympas d'Austin. Il y a une super ambiance, un tas de boutiques très originales, des cafés sympas, des friperies et de la musique live dans tous les coins. Les gens cultivent leurs différences ici, y compris au niveau de la cuisine. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre spécialité? Les saucisses exotiques. Quelle est celle que vous vendez le plus? La prédateur et proie. C'est à quoi? Serpent à sonnette, lapin et piment jalapeños. Dans une saucisse? Oui. Elle est servie dans un pain avec choucroute, oignons grillés, cornichons. Ça a l'air délicieux. Il y a beaucoup de serpents à sonnette ici? Forcément, on est au Texas. Et vous avez eu l'idée d'en faire des saucisses? Eh oui, pourquoi pas? Je vais essayer. Ce sera une première pour moi. Et voilà. Merci. C'est bien présenté. Très appétissant. Je m'attendais à quelque chose de caoutchouteux, mais on dirait du poulet. Je blague. On dirait du serpent. Mais j'entends pas la sonnette. À l'origine, le slogan « qu'Austin reste excentrique » a été lancé par l'Alliance des commerçants indépendants pour promouvoir les petits commerces. Mais il s'est emparé de toute la ville. The Cathedral of Junk, comprenez cathédrale du bric-à-brac, est l'une des curiosités d'Austin. Tout a commencé dans les années 1980, quand l'artiste Vince Hanman s'est mis à récupérer des déchets à travers la ville et à les empiler dans son jardin. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Pas très diététique tout ça. L'œuvre a grandi au même rythme que sa réputation. Et à présent, elle attire des milliers de visiteurs chaque année. Quel foutoir!
Sympa la salle de musique. Merci Austin! Avec plus de 9 mètres de haut pour près de 60 tonnes, la cathédrale est faite d'armatures sur lesquelles le bric-à-brac est maintenu par des câbles. Le résultat peut paraître instable, mais c'est très solide en fait. Enfin, j'espère. Je suis en haut de la cathédrale. Les poubelles des uns font l'or des autres. La cathédrale est en évolution permanente. Son créateur, Vincent Mann, trouve sans arrêt de nouveaux moyens d'améliorer son œuvre, notamment grâce à des objets que lui envoient des admirateurs du monde entier. Vous êtes une célébrité par ici. Comment ça a commencé tout ça? En m'amusant dans mon jardin, en mettant des enjoliveurs sur la clôture. Ça a pris de l'ampleur et les gens ont commencé à me demander ce que je fabriquais. Ensuite, il y a eu le nom et cette cathédrale s'est mise à vivre en tant que telle. Il y avait des thématiques au début. J'aimais les fer à repasser, les ventilateurs, les caddies. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je n'aurais jamais imaginé avoir autant de Barbie. J'ai cherché un Ken l'autre jour, mais pas moyen. Il faut croire que les gars détruisent leurs poupées. D'ailleurs, ils n'appellent pas ça des poupées. À première vue, ça peut paraître désordonné, mais en fait, vous êtes très organisé. Vous donnez du sens aux déchets. Il ne faut pas se tromper. Je ne suis pas simplement un gars qui ne jette rien. Ce serait réducteur. Oui, je ne me contente pas d'entasser ces objets. J'en fais quelque chose. Je peux vous offrir un souvenir? Bien sûr. C'est un thermos que j'ai apporté de Californie. Ça me ferait plaisir que vous l'incorporiez à votre œuvre. Cool. Il me plaît bien car c'est écrit Hollywood, Californie. C'est de la bonne camelote. Il n'y a pas que les artistes comme Vince qui soient atypiques à Austin. Le Little Longhorn Saloon de Ginny, dans les faubourgs de la ville, a l'air d'un bar texan lambda. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Depuis que Ginny a décidé de pimenter ses bingos du dimanche, son bar est plein à craquer. Tout cela grâce à une simple planche quadrillée, un peu de maïs et un poulet. C'est le bingo de la crotte de poulet. Le carton est dans le poulailler, des graines sont étalées, le poulet mange et fait des crottes sur différentes cases. Si ça tombe sur le numéro que vous avez acheté, c'est gagné. Moi, j'ai le 39. Allez, le 39. Jamais je ne me serais vu passer autant de temps à scruter le croupion d'un poulet. Avec un gros lot à 114 $, la tension est à son comble. Par ici! T'es sur le 39, vas-y! Ça y est! Pile sur le 39! J'en reviens pas! Oh, je t'aime, toi. Le gagnant est le numéro 39. Votre nom, monsieur? Zay. Vous êtes venu avec des amis? Oui, je suis avec l'équipe de Planète Insolite. C'est une blague? Non, et on n'a même pas truqué la partie. Impossible de tricher avec un poulet. Demandez aux gens. Il a soudoyé le poulet. Ouais! Qu'allez-vous faire de cet argent? Je propose une tournée générale.
Si les paris sur les poulets vous font perdre la boule, Austin offre de nombreux moyens de se calmer. Le Colorado traverse Austin. C'est parfait pour se détendre. On peut se baigner, faire du canoë et même pêcher. Mais les hommes ne sont pas les seuls à apprécier l'endroit. Tous les soirs, à la tombée du jour, d'autres créatures viennent jouer ici par millions. En été, quand la lumière commence à décliner, plus d'1,5 million de chauves-souris quittent leur nid situé sous le pont de Congress Avenue pour partir à la recherche d'insectes. C'est hallucinant. Les chauves-souris quittent le Mexique au printemps pour nicher et élever leurs petits sous le pont. C'est la plus grande colonie de chauves-souris du monde. Mais à Austin, la nuit fait aussi sortir des créatures d'un autre genre. L'Amérique, génial. Austin est surnommée la capitale mondiale de la musique live. Les amateurs de concerts et de soirées endiablées y viennent par milliers. On est sur la 6e rue, c'est le cœur de la vie nocturne d'Austin et c'est de la folie ici. On a le choix entre une multitude de salles. Les fans de musique ne sont même pas obligés de rentrer. Ils peuvent aussi rester dehors et s'imprégner de l'atmosphère. Libre et débridée, la scène musicale d'Austin est légendaire. De Janis Joplin à Willie Nelson, une foule d'artistes ont bâti leur réputation ici. La ville accueille aussi de nombreux festivals, mais ça ne l'empêche pas de s'enflammer à chaque week-end de l'année. Un samedi soir à Austin. À moins de 2 heures de route en direction du sud, je rejoins l'une des villes les plus emblématiques du Texas, l'ancienne mission espagnole de San Antonio. Malgré son atmosphère provinciale et détendue, San Antonio est la 7e plus grande ville des États-Unis et figure parmi celles qui se développent le plus rapidement. C'est aussi l'une des destinations les plus prisées de l'État. Elle attire des visiteurs de tout le pays. Ils viennent y découvrir son histoire et se détendre dans les nombreux cafés qui bordent ses canaux. San Antonio abrite aussi la plus grande attraction touristique de l'État, un site de légende qui porte l'identité texane plus que tout autre. Mais on n'est pas obligé d'être texan pour apprécier Fort Alamo. C'est la file d'attente? Oui. Oh là là! La mission espagnole d'Alamo a vu le jour au XVIIIe siècle. Elle est devenue célèbre en 1836 quand une poignée de propriétaires texans y a affronté la puissante armée mexicaine. À leur territoire mexicain, le Texas était le théâtre d'une guerre d'indépendance sanglante. Les insurgés d'Alamo ont tenu tête aux milliers de soldats mexicains pendant 13 jours, avant d'être impitoyablement massacrés. Le récit de cette résistance héroïque a rapidement fait le tour du Texas. Et moins d'1 an plus tard, le Texas gagnait son indépendance avec comme cri de ralliement « Souvenez-vous d'Alamo ».
Aujourd'hui, Fort Alamo est le symbole du courage texan et accueille tous les mois des reconstitutions historiques. Qu'est-ce qui se passe ici? On recrute des volontaires pour défendre Alamo. Ça t'intéresse, petit? Ça dépend. Je toucherai quoi? Un coup de whisky tous les jours. On est fait pour s'entendre. Oui, monsieur. Eau de feu. Pas mal, hein? Ouais. Le colonel Travis nous en offre une ration chaque après-midi. Vraiment? Oui, monsieur. Dans ce cas, je signe. Le colonel Travis est dans les baraquements. Bienvenue parmi nous. C'est quoi comme fusil? C'est un mousquet britannique Brown Bess. C'était l'arme la plus courante. On met un peu de poudre ici pour amorcer. On met le reste là. Et on écrase. On fait ça à chaque fois? Oui. Un soldat bien entraîné tirait 3 balles par minute. Vous voulez essayer? Vous avez besoin de moi? On a besoin de tout le monde. J'y vais alors. Attention! Vous êtes un révolutionnaire maintenant. Les défenseurs de Fort Alamo sont devenus des héros de l'histoire des États-Unis. Ils symbolisent non seulement la bravoure et l'esprit de liberté du Texas, mais aussi de toute la nation. Vu vos armes, vous devez être Jim Bowie. Exact. L'inventeur du couteau Bowie. Comment on s'en sert? C'est à mi-chemin entre l'épée et le couteau de boucher. On va faire comme si j'étais votre adversaire. Avec quoi je vous attaque? Avec ce couteau, par exemple. Vous m'attaquez, je bloque, j'abaisse. Et si je ramène vers moi, je vous déchire le poignet. Je vois. C'est cette partie qui est redoutable. Du coup, vous êtes désarmé, la messe est dite. Il utilisait ce couteau à la place d'une arme à feu ou en plus? À l'époque, les armes à feu n'étaient pas fiables. Par contre, comme on disait à l'époque, les couteaux étaient toujours chargés. Mesdames et messieurs, je suis avec le héros de ma jeunesse, Davy Crockett, le roi de la frontière sauvage. Enchanté. De même. La plupart des gens m'appellent Colonel Crockett. Pardon. Mais mes amis m'appellent Davy et je serai heureux de vous compter parmi eux. Merci Davy. C'est un honneur. Qu'est-ce qui vous a rendu si populaire? Ça a commencé au Tennessee. Je vivais à la frontière et j'avais un goût prononcé pour la chasse à l'ours. Une année, j'en ai tué 105. Oh là là! C'était l'époque de l'homme du commun, de l'homme du peuple. Et il n'y avait pas plus commun que moi. Vous êtes devenu une légende, mais vous étiez conscient de ce qui vous attendait à Fort Alamo? Je savais que j'allais périr ici. Une mort est toujours regrettable, mais comme j'étais très aimé, les gens ont commencé à se soucier de ce qui se passait au Texas. Le Texas a été indépendant du Mexique pendant 10 ans. Puis c'est devenu le 28e État américain. Je suis fier d'avoir participé à cela. L'Alamo est notre terre sacrée. Les hommes qui sont morts ici sont morts pour nos droits. C'est ce qu'on a appelé une défaite victorieuse. Elle a démontré que lorsque les Texans s'accrochent et poursuivent la lutte, ils finissent par gagner. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père était l'un des propriétaires texans qui s'est battu pour la République du Texas. Alors je peux me tenir ici en étant fière d'être texane. Une autre légende texane se trouve à quelques pas de l'Alamo. L'hôtel Menger a été construit en 1859, 23 ans après la bataille de Fort Alamo, par l'homme d'affaires autrichien Charles Menger. Il a été fréquenté par de grands personnages de l'histoire. Son charme désuet rappelle une époque où l'honneur et le respect passaient avant toute chose. Ernesto Malacara dirige le Menger depuis de nombreuses années. Il connaît une foule d'anecdotes.
Le hall a été remanié en 1908-1909. Ce sol en marbre est installé, les 8 colonnes corinthiennes, le vitrail. C'est un vrai musée. En quelque sorte, oui. Cet hôtel a 152 ans. Tous les personnages importants ont séjourné ici. Le général Lee, le président Grant, des peintres, des poètes, des acteurs comme John Wayne. Il y a même une suite baptisée en l'honneur de Roy Rogers, l'acteur cow-boy. Nous avons reçu 13 présidents des États-Unis, avant, pendant ou après leur mandat. Et maintenant, c'est moi. Exactement. Vous êtes le plus célèbre de tous. Avec un tel passé, rien de surprenant à ce que le Menger ait la réputation d'être hanté. L'hôtel est très ancien, il a vu passer une multitude de clients. Il y en a qui restent éternellement. Oh oui. Il y a quelques années, un client m'a dit qu'il avait vu un bataillon de soldats mexicains passer dans la rue à 1h du matin. Bizarre. On a eu 43 de ces phénomènes. 43 visions? Oui, 43 visions différentes. On a un vieux monsieur qui apparaît au bout du couloir. Il porte une tenue d'époque, un costume en laine. Et tout à coup, quand il vous voit, il fouille dans la poche de son manteau, sort sa montre, la regarde, la remet en place et disparaît. Pour ceux que les esprits errants rendent nerveux, le bar est l'endroit idéal pour se détendre. C'est un vrai monument. En 1898, le futur président Roosevelt le fréquentait alors qu'il était en ville pour recruter ses Rough Riders, un régiment de cavalerie composé de dur à cuire qu'il a levé pendant la guerre hispano-américaine. Il y a une ambiance de vieux saloon que j'adore. Bonjour. Et pour vous, monsieur? Un whisky glace, s'il vous plaît. Vous avez l'heure? Il n'y a pas d'horloge ici. Vous désirez, monsieur? J'ai déjà commandé à votre collègue. Il n'y a que moi aujourd'hui. Il y avait un autre barman? Non, il n'y a que moi. Un whisky glace, s'il vous plaît. Entendu? Servez-moi un double. Bonjour, il est 5 heures du matin. Il fait toujours chaud dehors. J'ai un billet pour El Paso. C'est un moyen de transport sympa. On peut admirer le paysage et dormir, surtout quand on part aussitôt. Bonjour. Bonjour. Place numéro 7. Allez à droite, montez l'escalier, ce sera au fond du wagon. Il y a un étage? Oui. Merci, madame. Me voilà à l'étage. Tout le monde dort. 17, 13, 11... Voilà ma place. Ils dorment tous. Je vais les imiter. La ville frontière d'El Paso, à l'extrémité ouest de l'État, se trouve à 800 km. Le trajet dure une bonne douzaine d'heures et suit une grande partie des 300 km de frontière avec le Mexique. J'aime bien le train. On voyage souvent comme ça. C'est parfois un peu lent, mais généralement c'est assez sympa. On rencontre des gens, on voit plein de paysages différents. Le Texas est un État immense. Ça va quand on reste connecté, mais dans les zones comme celles qu'on traverse, il n'y a pas de réseau. Alors on n'a plus qu'à regarder le paysage. Le même paysage encore et encore. Pendant 19 heures. À 5h30 du matin, un caméraman est arrivé accompagné d'un grand jeune homme avec un chapeau de cow-boy et un café. Le réalisateur l'a appelé et j'ai cru entendre Jake. Le jeune homme s'est retourné et je me suis dit, qu'est-ce qu'il est grand? On dirait que Jake Gyllenhaal. Je trouvais ça formidable qu'il présente cette émission. Mais j'ai appris qu'en fait, il s'appelait Zay.
Fondée au XVIIe siècle par des militaires et des missionnaires espagnols, El Paso s'est toujours défini par rapport à sa position géographique. Elle tient son nom d'un ancien passage entre le Mexique et le Nord. De nos jours, elle fait face à Ciudad Juárez. Plus de 80% de la population est d'origine mexicaine. El Paso a une saveur typiquement hispanique. Rien d'étonnant quand on sait que la seule séparation physique avec Ciudad Juárez est un simple filet de rivière. C'est la ligne de démarcation entre le Mexique et les États-Unis. D'ici, on peut voir le Rio Grande qui sépare les deux pays. Mexique, États-Unis. La frontière entre Ciudad Juárez et El Paso est l'une des plus surveillées des États-Unis. Le seul moyen légal de traverser est d'emprunter l'un des 4 ponts. Tandis qu'un renfort de sécurité a fait d'El Paso l'une des villes les moins dangereuses des États-Unis, Ciudad Juárez est devenue un foyer de criminalité. En moyenne, 30 personnes y sont assassinées chaque jour. Jacob a longtemps travaillé pour les services de police d'El Paso. Je vais vous montrer quelque chose. En face, c'est le Mexique. C'est le plus loin qu'on puisse aller sans traverser. Il n'y a que ça pour séparer? C'est la dernière portion de grillage encore en place à El Paso. À 2 pâtés de maison, et il y a un mur de 6 mètres de haut qui traverse ensuite les États-Unis. Je pourrais l'escalader. Ça servirait à rien. Vous voyez ces caméras? Ah oui. Il y a des micros. Il y a un garde-frontière derrière nous. Et un autre là-bas. Et il y a des caméras. Ils savent qu'on est là. Et ils nous entendent. C'est mieux gardé que certains ne l'imaginent. Ce grillage est presque inutile. Il y a de gros problèmes avec le cartel de la drogue. On se trouve sur l'artère principale du trafic. On est entouré d'autres États américains. Il y a des contrôles à la sortie d'El Paso, mais après, ils peuvent transporter leur drogue n'importe où. Ce n'est même pas une question d'immigration. Non. Il s'agit de lutter contre le trafic de drogue. Exactement. Entre les barrières et les patrouilles des deux côtés, ils devraient se faire prendre. Comment font-ils pour passer leur drogue? Ils la dissimulent dans les voitures, dans des compartiments cachés, dans des sacs des gamins. Ils viennent étudier et on découvre qu'ils transportent de l'héroïne, de la cocaïne ou de l'herbe sans le savoir. Parfois, vous allez là-bas en touriste, vous vous arrêtez dans un restaurant et ils vous distraient pendant que d'autres chargent votre voiture de drogue. Quand vous passez la frontière, vous ne vous doutez de rien. Et ils vous suivent. Exactement. Ensuite, ils vous rattrapent, prennent ce qui est à eux et le tour est joué. Pourquoi personne ne les dénonce? Ceux qui le font sont abattus. Ils vous coupent carrément la tête. Je l'ai vu. C'est dangereux de rester ici? Oui. On pourrait se faire tirer dessus par un cartel de la drogue. Ils ont tiré sur le territoire américain il y a quelques mois, vers l'hôtel de ville. Ils ont tiré sur des gardes frontières, sur des passants, pour répandre la terreur. C'est une guerre mafieuse et de nombreux innocents sont pris entre deux feux. Et les pauvres Mexicains honnêtes ne peuvent même plus vivre tranquillement chez eux à cause de cette guerre de la drogue. Des milliers de Mexicains de Juárez viennent à El Paso en toute légalité chaque jour. L'interaction économique entre les deux villes et leur héritage culturel commun font qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Mais beaucoup de ceux qui font la navette tous les jours sont confrontés à des difficultés grandissantes. Qu'est-ce que tu viens faire au Texas? Il y travaille. Et donc tu passes la douane tous les jours? Ouais. Ils te fouillent parfois? Ça arrive. Combien de temps ça dure?
Les bonjours, ça dure 5 minutes. Le pire qu'il a connu, ça a été 6 heures. C'est énorme. Bonjour, Salut. tu vis à Juarez? Oui, Tu viens tous les jours? oui, j'étudie à l'université. Et tu fais l'aller-retour? Oui, Tu aimes Juarez? depuis 3 ans, je ne suis plus à l'aise. J'ai une amie dont le père s'est fait tuer. Et parfois, on entend des coups de feu dans mon quartier. Et qu'est-ce qui se passe si vous appelez la police? Ils font rien. Bonjour, vous vivez en Amérique? Oui. Oui, oui. À El Paso? Oui. Et donc tous les 3 jours, vous rendez visite à votre fille? Oui, c'est ça. Vous êtes inquiet? Il dit que les meurtriers ne se font jamais prendre. Les problèmes se concentrent de l'autre côté. Les États-Unis sont calmes, c'est un bon pays. La violence et les sales histoires, ça se passe au Mexique. On dirait qu'ils arrêtent quelqu'un là. L'influence mexicaine est forte, mais El Paso n'en reste pas moins une ville texane à part entière. Sa campagne désertique est jalonnée de ranchs et son histoire a des accents de western. Des figures de légende comme Billy the Kid, Pancho Villa ou Calamity Jane sont toutes passées par ici, à l'époque où les fusillades, les convois de bétail et les affrontements avec les Indiens faisaient le quotidien. Je ne suis qu'à quelques kilomètres d'El Paso, mais j'ai l'impression d'être au milieu de nulle part. Je suis ici pour rencontrer l'historien du Far West, Bernie Sargent. Il va me montrer à quoi ressemblait la vie dans l'ancien temps. Si ce n'est pas lui qui arrive, je mange mon chapeau. Bonjour, vous devez être Zay. Bonjour Bernie. Montez. Merci. Bonjour. C'est la première fois? Oui. Ça va vous plaire. Au milieu du 19e siècle, la diligence était le meilleur moyen de traverser les États-Unis. El Paso était l'une des principales étapes d'un itinéraire légendaire. De 1858 à 1861, la diligence Butterfield a transporté des passagers et du courrier sur une piste allant de Saint-Louis, dans le Missouri, jusqu'à San Francisco, en Californie. Parlez-moi un peu de la Butterfield. Beaucoup de gens ont émigré dans l'Ouest de cette façon. Ils partaient chercher de l'or ou monter des affaires. D'accord. Le trajet leur coûtait $200. 200 $ pour traverser le pays? Ça ferait $4000 de nos jours. Ah, quand même. Ils voyageaient dans des conditions insensées. Certains passagers étaient assis par terre, d'autres se retrouvaient sur le toit, à l'arrière. Il y en avait partout. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils étaient à la merci de bandits ou d'Indiens qui en voulaient aux chevaux d'attelage ou qui se cherchaient une nouvelle épouse. Les Indiens scalpaient vraiment les hommes blancs? Oui, ça arrivait. Ils s'en prenaient aux hommes, mais aussi aux femmes et aux enfants. Ils les démembraient, ils les éventraient. C'était atroce. Les passagers étaient exposés à toutes sortes de dangers pendant leurs 25 jours de voyage. 25 jours? Mais ils avaient l'air conditionné. Vous sentez ce vent? C'est vous? Oui. On descend ici. Bonne chance, messieurs. Merci. J'ai quelque chose à vous montrer. La piste Butterfield s'étendait sur près de 4500 km et marquait une trentaine d'arrêts. Une de ces étapes se faisait au niveau des impressionnants rochers de Hueco Tanks.
On dirait un décor de cinéma géant. Ces rochers couverts d'aspérités et de trous sont incroyables. Le nom de Waco Tanks n'est pas un hasard. Waco signifie trou ou bol. Quand il pleuvait, ce qui est assez rare, ils conservaient l'eau. Et c'était une sorte d'oasis au milieu du désert. L'eau était potable? Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles la diligence s'arrêtait ici. Ils savaient que 9 fois sur 10, ils trouveraient de l'eau dans ces rochers. Voici ce qu'on appelle une caverne journal. Il y a des inscriptions sur les parois avec les dates. Il y a 150 ans de graffiti ici. C'est très fourni. Ces inscriptions sont très intéressantes. Il y a plusieurs noms et des dates qui remontent aux années 1850, 1853, 1858. On pense que certains de ces hommes, Bradley ou Pinkerton par exemple, travaillaient ici ou figuraient parmi les premiers passagers de la Butterfly. Ils ont voulu laisser une trace de leur passage. Pourquoi venaient-ils ici? Pour se protéger du soleil? C'était parfait pour échapper à la chaleur, et il y avait de l'eau dans les réservoirs. On les imagine bien faire un feu, cuire des haricots, boire du whisky et lire les messages de leurs prédécesseurs. Les passagers de la diligence n'ont pas été les premiers à profiter de cet endroit. Les plus anciennes implantations humaines remontent à la préhistoire et les tribus Apaches ou Kiowa ont fréquenté les lieux pendant des siècles. Ils ont marqué leur passage en décorant les cavernes de pictogrammes. Voilà une fresque Kiowa. Elle décrit une bataille entre les Indiens Kiowa et des centaines de soldats mexicains. Ce pictogramme montre une silhouette très maigre. C'était la famine. Cette espèce de sablier représente les Kiowa affamés? Ils avaient tellement faim qu'ils ont mangé leurs bêtes. C'est qui ça? Un soldat mexicain. L'ensemble décrit le champ de bataille, le siège. Il commémore le fait qu'ils ont survécu après de nombreuses nuits de prière et qu'ils ont réussi à partir d'ici. C'était super. Je savais que ça vous plairait. J'ai une surprise. Vous allez faire le tireur. Doc, tu lui passeras le fusil? Les bandits n'ont qu'à bien se tenir. À vous de jouer. Attention les yeux. Allez, La diligence Butterfield n'a été en service que 3 ans, avant d'être détrônée par la Wells Fargo. Dans les années 1880, l'arrivée des chemins de fer a signé l'arrêt de mort des voyages en diligence, et aux yeux de beaucoup, la fin de l'âge d'or du Far West. La dernière étape de mon voyage va traverser le Texas Panhandle, la queue de poil du Texas, pour rejoindre la légendaire route 66. Ce trajet de plus de 800 km traverse quelques-uns des plus beaux paysages de l'État, notamment Palo Duro, le deuxième plus grand canyon du pays. Le Texas Panhandle est une immense plaine agricole. Pendant des dizaines d'années, cette région a été l'une des moins peuplées de l'État, jusqu'à la construction de la route 66. Mon voyage sur cette route mythique commence à McLean, surnommée la ville balconnet à cause de l'usine de soutien-gorge qu'elle accueillait autrefois. Ça va, l'ami? Bien, et vous? Mais on fait aller. Vous allez avoir du mal à prendre de l'essence. Cette pompe ne fonctionne plus depuis 1955. C'est une blague? Non. Vous trouvez ça drôle, hein? Ouais. Ça a été la première station du Texas, en 1929. C'est un fait connu? Oui. C'est un haut lieu touristique de la route 66.
J'ai l'air d'un idiot. Je m'appelle Crocodile. Zay Harding. J'attends qu'un copain vienne me chercher. Je suis tombé en panne à 2 km. Vous allez où? À Amarillo. À monter, j'y vais aussi. Super. Vous êtes un fan de la route 66? Ouais, je vends des trucs sur la route. Jolie voiture. Un copain me l'a prêté. Si j'avais une voiture comme ça, je la prêterais pas. Il y a une station qui fonctionne dans le coin? Oui, à 3 ou 4 km. La route 66 a été l'une des premières autoroutes à relier plusieurs États. C'est une légende américaine depuis qu'elle a été baptisée la route mère dans le célèbre roman Les raisins de la colère. Construite en 1926, la route 66 reliait Chicago à Los Angeles en un peu moins de 4000 km. Aujourd'hui, il ne reste plus que des portions de la route d'origine. Mais ceux qui les empruntent y trouvent un souffle de liberté et tout un pan de la culture américaine du XXe siècle. J'adore cette vieille route. On rencontre plein de gens sympas et on voit plein de lieux historiques. Les gens pensent que ce château d'eau s'est mis à pencher naturellement, mais c'est pas le cas. Il y avait un restaurant ici, et pour attirer l'attention, les patrons l'ont fait pencher. C'est le château d'eau de Pise. L'idée a dû leur venir de là. C'était quand l'âge d'or de la route 66? C'était après la Seconde Guerre mondiale. En quittant l'armée, les soldats avaient de l'argent et s'achetaient des voitures neuves. Ils voulaient se balader et ils prenaient la route avec leurs petites amies ou leurs copains pour découvrir le pays qu'ils avaient défendu. On a l'impression de remonter le temps. Oui, on est dans les années 40, 50, 60. Ralentis et savoure la route, comme on dit. La portion texane de la route 66 s'étend sur 286 km, de la frontière avec l'Oklahoma jusqu'au Nouveau-Mexique. La ville d'Amarillo se trouve pile au milieu. Amarillo est connu pour ses gares, ses steaks géants et son hélium. C'est ici que je dis au revoir à Crocodile. C'était une station essence? Oui, maintenant c'est un bar-restaurant. Merci pour le bout de route, mon pote. Bon retour en Californie. Et n'oublie pas de t'arrêter aux endroits dont je t'ai parlé. Sois prudent et bonne continuation. Si vous voulez découvrir la vie des petites villes américaines, ce que vivent la majorité des Américains, il faut faire la route 66. C'est ancien et nostalgique. Les magasins sont à l'ancienne. Rien à voir avec les centres commerciaux modernes. La liberté. Pour moi, ça représente la liberté. Je monte sur ma bécane et je déconnecte. C'est la plus belle route qui soit sur 2 roues comme sur 18. Il n'y a rien de tel. Ça vous remplit le cœur de fierté. La route 66 a vu naître les premiers motels et les restoroutes. Ce soir, je dîne dans un établissement célébrissime. Le dicton veut que tout soit plus grand au Texas. Dans ce restaurant, c'est un euphémisme. Bonsoir. Bonsoir. Impossible de venir dans cette partie du Texas sans s'arrêter ici au Big Texan. Ce restaurant est célèbre pour ses steaks de 2 kilos qui vous sont offerts si vous les mangez en moins d'1 heure. Si je finis le mien, ce sera déjà un exploit. Et pourtant, je suis un gros mangeur. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais tester votre steak de 2 kilos. Pas de problème. Le Big Texan a ouvert ses portes en 1960, mais n'est devenu une institution que plusieurs années plus tard, quand le défi du steak géant a vu le jour. Ce jeune homme est sur son steak depuis 25 minutes. Ça se passe bien? Pas trop mal. Tu as bien avancé? Tu as déjà mangé la pomme de terre? Et les crevettes? Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien?
Ça va. Vous avez choisi? Ouais, ce sera le steak de 2 kilos. Parfait. On n'a plus de crevettes, elles sont remplacées par des huîtres des Rocheuses. Qu'est-ce que c'est? Des testicules de taureau frits. C'est une spécialité texane. Une chance que vous n'ayez plus de crevettes. Je vous apporte ça. Génial. Plus de crevettes, alors j'ai droit aux testicules de taureau. Chaud devant. Ça va donner... Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Ce pauvre homme a exactement 1 heure pour manger 2 kilos de notre délicieux bœuf texan. Encouragez-le bien fort. C'est quoi ça? Je vais jamais arriver à le couper. 4, 3, 2, 1. Tu y étais presque. Bravo, bien essayé. Aussi incroyable que cela puisse paraître, plus de 8000 personnes ont relevé le défi avec succès depuis sa création. Notamment une grand-mère de 65 ans. Mais le champion incontesté est Joey Chestnut, dit mâchoire d'acier, qui a réussi à avaler son steak en 8 minutes et 52 secondes. J'ai de la compagnie. Ces gars sont très sympas. Ils sont partis ce matin de Houston et comme ils ont eu un petit creux en route, ils ont fait une pause burger. Il va être temps d'attaquer les testicules de taureau. Heureusement qu'ils sont frits. Je n'en reviens pas de manger ça. Je ne suis pas dans les temps. Même pas la peine de mâcher. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et... Ouais, super! Bravo! Oh non! Oh non! 2 minutes de plus et j'y serais arrivé. On l'applaudit bien fort. Tenez. Ici, même quand on perd, on gagne. Je risque d'en avoir besoin. Il n'y a pas que des restaurants sur la portion texane de la route 66. Voici l'une des installations artistiques les plus visitées des États-Unis. Cadillac Ranch a été conçu dans les années 1970 par un collectif de San Francisco appelé Ant Farm. Cette sculpture monumentale consiste en un alignement de 10 Cadillacs enterrés le capot en avant. Chacun est libre de son interprétation, mais la proximité de l'ancienne route 66 n'est certainement pas anodine. Quand cette œuvre a vu le jour, les Cadillacs étaient plantés tels quels, un peu comme à Stonehenge. Au fil des ans, les visiteurs ont laissé leur empreinte. Maintenant, c'est un peu une tradition, chacun apporte sa contribution. La vie autour de la route 66 a été florissante pendant près d'un demi-siècle. Mais l'arrivée des autoroutes à plusieurs voies dans les années 70 et 80 a sonné le début de la fin. En 1985, ce n'était déjà plus qu'une route défoncée, reléguée au rang de voie secondaire. De nombreuses petites villes dont l'activité reposait sur la route 66 ont disparu, à l'image de Glen Rio, à la limite du Nouveau-Mexique. À la grande époque, ces stations, ces cafés et ces motels étaient des commerces prospères. Aujourd'hui,
Ce n'est plus que le vestige d'un âge d'or disparu depuis longtemps, mais dont se souviennent ceux qui savent ralentir et savourer la route. Sur cette vieille pancarte, on pouvait lire « Premier et dernier motel du Texas », selon la direction qu'on suivait. Pour moi, c'est le dernier, car on est à la frontière de l'État. Et j'ai 1800 km de route pour rentrer chez moi à Los Angeles. Mais cet État va me manquer, qu'il s'agisse de ses étendues sauvages ou de l'hospitalité et de l'indépendance d'esprit de ses habitants. Le Texas s'arrête ici, mais mes souvenirs dureront longtemps. Bonne route!